Donc, merci. Bienvenue à tous. On est les conférences Hermos et Hercuspal du mois de janvier 2020. Bonne année à tous. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gina Bravo qui va nous entretenir, en fait, les médecins du Québec, s'ils sont favorables à l'extension de l'aide médicale à mourir aux patients inaptes de ceux qui sont contre. Donc, on va regarder tout ça aujourd'hui. Et je laisse la parole sans plus tarder à Gina. Merci beaucoup. Merci François. Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, j'imagine que vous allez me faire signe d'une façon ou d'une autre. Donc, comme l'a mentionné François, je vais vous présenter des résultats d'une analyse secondaire d'une enquête que j'ai faite récemment, dont je vais vous parler, qui visait un peu à voir ce qui distingue les médecins qui se sont dit favorables à l'extension de l'aide médicale à mourir aux patients en situation d'inaptitude de ceux qui sont contre. Donc, un sujet dont on parle beaucoup, un peu par hasard, en ce moment. Et je souligne que je fais ce travail avec mon collaborateur depuis le début, le Dr Marcel Arcand de l'Université de Sherbrooke. Bon. Alors, quelques éléments de contexte que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à ce sujet. Donc, vous savez que l'aide médicale à mourir est accessible depuis décembre 2015 aux patients qui sont compétents, donc aptes à le demander jusqu'à la dernière minute sous certaines conditions. Donc, ces patients doivent satisfaire un certain nombre de conditions qui sont spécifiées dans la loi. Vous savez peut-être aussi qu'avant l'entrée en vigueur de la loi et encore actuellement, il y a eu des débats qui ont entouré l'extension possible de l'aide médicale à mourir à des patients qui sont en fait incompétents au moment de l'acte et qui l'auraient demandé avant de perdre la capacité à prendre des décisions. Pour alimenter la réflexion autour de cette question très délicate, nous avons mené au cours des dernières années des études sur les attitudes de 4 groupes de personnes face à cette idée d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes dans certaines circonstances. Vous voyez les 4 groupes que nous avons ciblés dans ces enquêtes. Et compte tenu du titre de ma présentation, vous aurez compris qu'aujourd'hui, je vais vous parler du groupe des médecins. J'avais 136 répondants et je vais comparer ceux qui sont favorables à ceux qui sont défavorables. En fait, je vous présente ici des résultats obtenus sur ce groupe de médecins, résultats qui ne sont pas originaux aujourd'hui dans le sens où je les ai publiés récemment, donc en 2018, mais c'est le point de départ de ce que j'ai fait, de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je représente ces résultats. Alors, nous avons entre autres demandé aux médecins s'ils étaient ouverts à étendre l'aide médicale à mourir à des patients en situation d'inaptitude, donc c'est ce que vous voyez en bleu, et on leur demandait aussi s'ils seraient d'accord d'administrer eux-mêmes l'aide médicale à mourir, si jamais c'était légal et si le patient qui le demandait était un de leurs patients en vert. Donc, vous voyez que, et on a posé ces questions-là à 2 reprises. Une fois au stade avancé, une fois au stade terminal, c'est les termes que nous avons employés. Je vais revenir un petit peu plus loin sur ces différentes situations, mais brièvement, au stade avancé, on décrivait le patient, la patiente, en fait, c'était une dame, en disant qu'elle avait vraisemblablement encore plusieurs années à vivre et qu'elle semblait pas inconfortable. Tandis qu'au stade terminal, on présentait la personne davantage en fin de vie, donc en disant qu'il lui reste quelques semaines à vivre, et on la présentait aussi en détresse. Donc, les résultats sont présentés pour le stade avancé et pour le stade terminal séparément. Donc, ce que vous voyez sur cette diapo, c'est la proportion de personnes qui se sont dit donc en bleu ouverts à étendre l'aide médicale à mourir au stade avancé, 45%, et 71% au stade terminal. Pour l'autre question, est-ce que vous-même vous administreriez l'aide médicale à mourir si c'était un de vos patients et si c'était légal? Vous voyez que 31% ont répondu oui au stade avancé et 54% ont répondu oui au stade terminal. J'ai mis 2 petites étoiles dans les boîtes vertes, simplement pour faire le lien avec un papier tout récent qui a été publié par une de nos collègues, membre du réseau, Marie-Ève, sur l'objection de conscience et qui notait que dans les enquêtes, les gens qui se disent prêts à le faire
il y a une certaine proportion, mais une fois que la loi est adoptée, il y a beaucoup moins de personnes qui se disent ouvertes à le faire. Donc, il peut y avoir en fait une surestimation de ces proportions-là par rapport à ce qui pourrait se produire réellement dans la réalité. Donc, je reviendrai un petit peu plus loin dans la discussion sur cet aspect-là. Il faut garder en tête que, évidemment, les résultats s'appliquent avant que la loi soit modifiée, si jamais elle était modifiée. Alors, ce dont je vais vous présenter aujourd'hui, comme l'annonçait le titre, mon objectif, c'était simplement de dresser un portrait comparatif des médecins répondants, donc qui ont participé à mon enquête et qui se sont dit ouverts à étendre l'aide médicale à mourir à des patients inaptes et ouverts à administrer ce soin, si on l'appelle comme ça, eux-mêmes à de tels patients si la pratique était légale. Donc, si je reprends la figure que je viens de vous montrer tout à l'heure, je vais en fait vous présenter les résultats de 4 analyses consécutives, répétées. Dans la première, je vais comparer les 45% de médecins qui se sont dit ouverts à étendre l'aide médicale à mourir au stade avancé. Je vais les comparer aux 55% qui se sont dit contre et je vais faire ça pour chacune de ces boîtes jusqu'à la dernière où je vais comparer les 54% qui se sont dit ouverts à administrer eux-mêmes l'aide à mourir au stade terminal avec les 46% qui se sont dit contre. Alors, quelques mots sur la méthodologie, si jamais vous n'êtes pas au courant de ce que nous avons fait. Donc, en fait, on a mené une enquête pan-québécoise par questionnaire postal électronique. Les médecins avaient le choix de répondre à l'un ou l'autre, qui a été réalisé auprès d'un échantillon aléatoire de médecins qui nous a été fourni par le Collège des médecins du Québec et qui employait de courtes vignettes cliniques dont j'ai commencé à vous parler il y a un instant et sur lesquelles je vais revenir un peu plus loin. Alors, critères d'admissibilité, nous avons commencé par choisir un certain nombre de spécialités. En fait, l'objectif était de cibler des médecins qui ont plus de chances de se retrouver dans la situation qui nous occupe dans le cadre de cette étude. Donc, vous les voyez ici, médecine de famille, gériatrie, médecine interne, neurologie, psychiatrie et soins intensifs. C'est les choix que nous avions faits. On excluait d'emblée tous les médecins qui occupaient une fonction administrative, d'enseignement ou de recherche à temps complet. Donc, on voulait des gens qui avaient une pratique clinique. Et on se limitait aussi aux médecins qui disaient soigner des patients qui étaient atteints de démence ou de maladies cognitives plus généralement. Alors, vous voyez ici la page couverture du questionnaire. Sur la page couverture, on avait une section qui donnait des informations liées au consentement, donc exigé par le comité d'éthique de la recherche. On rappelait ensuite, dans la zone bleue, les critères d'admissibilité. Donc, les médecins, on identifiait les médecins qui satisfont à nos critères. Sur la deuxième page, on rappelait les critères d'accès à l'aide médicale à mourir tels que spécifiés dans la loi actuelle. On peut penser que les médecins étaient au courant, mais on l'a fait pour les 4 groupes, donc on l'a fait pour le groupe des médecins aussi. Ensuite venaient 3 sections, une première sur les attitudes qui intégrait les vignettes dont je vais vous parler dans un instant, une deuxième sur les valeurs des informations connexes et enfin une dernière section sur les données démographiques habituelles et des données liées à la pratique des médecins. Alors, quelques mots sur la vignette. Donc, on présentait une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer. On disait qu'elle avait rédigé une demande d'aide médicale à mourir avant de perdre la capacité à faire une telle demande. Et pour cette personne, l'aide médicale à mourir était considérée à 2 stades distincts de sa maladie. Alors, de façon graphique, je peux illustrer les choses de cette façon. Donc, imaginons qu'il y a un diagnostic de démence qui est posé à un moment donné. Si on n'intervient pas, la mort naturelle se produira après possiblement un grand nombre d'années. Le long de cette trajectoire, la personne va perdre la capacité à prendre des décisions, disons de façon définitive. Évidemment, on simplifie un peu les choses dans ce genre de questionnaire. Et ensuite, vous avez les 2 stades auxquels on s'est intéressé, qu'on a appelé le stade avancé et le stade terminal. Donc, vous voyez que dans les 2 cas, la personne est rendue incompétente. Et dans le cas du stade avancé, comme je l'ai mentionné il y a un instant, on disait que la personne, vraisemblablement, allait vivre encore plusieurs années, donc aucun signe qu'elle était en fin de vie, et qu'elle n'avait pas de détresse apparente, tandis qu'au stade terminal, on la situait à la fin de son parcours avec des signes de détresse. Alors, les questions que l'on a posées, entre autres, celles qui sont pertinentes pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour chacun des 2 stades, on demandait aux répondants d'indiquer dans quelle mesure, d'abord, ils
trouverait acceptable que la loi soit modifiée pour permettre à la patiente de recevoir l'aide médicale à mourir. Vous voyez l'échelle des réponses qu'on a simplifiées par la suite pour les analyses. Et dans un second temps, on leur demandait s'ils administreraient eux-mêmes l'aide médicale à mourir, s'il s'agissait de sa patiente, celle qu'on venait de décrire de façon hypothétique, et si la loi était, et si l'aide médicale à mourir pouvait effectivement être administrée à cette personne. Je précise que dans le cas de la deuxième question, il y avait une question préalable qui demandait au médecin, est-ce que la patiente qu'on vient de décrire pourrait être l'une de vos patientes? Et c'est seulement si le médecin répondait oui qu'il répondait à la seconde question. Donc, c'est une certaine force pour l'étude parce qu'on reproche souvent à d'autres études de poser la question à des médecins qui ne sont pas du tout exposés à ce type de demande. Alors, brièvement, les analyses, on a commencé, comme j'ai mentionné, par dichotomiser. Donc, on a déjà ouvert à l'extension ou ouvert à administrer et d'autres qui ne le sont pas. Dans un deuxième temps, on a fait des analyses bivariées. Donc, on regarde le lien entre les réponses à chacune des 4 questions. J'ai présenté 2 questions, mais je vous rappelle qu'il y a 2 stades. Donc, dans les faits, il y a 4 questions au total, avec chacune des variables qui étaient disponibles dans notre questionnaire. Puis vous allez les voir un petit peu plus loin. Ensuite, on retient un certain nombre de variables par cette analyse qu'on insère dans une analyse multivariée pour voir lesquelles sont effectivement indépendantes, donc liées de façon indépendante à nos variables d'intérêt. Donc, c'est une façon assez classique de procéder. Alors, pour ce qui est des résultats, voici la façon dont je vais vous les présenter. Donc, je commence par les analyses bivariées. Je vous rappelle qu'on regarde à ce moment-là une variable à la fois, sans égard aux autres variables qui sont disponibles. Je vais le faire pour le stade avancé. Je vais ensuite vous présenter un tableau semblable pour le stade terminal. Vous avez donc dans la colonne de gauche l'ensemble des variables qui sont disponibles. La suite va apparaître sur l'autre diapositive. Et vous avez mes 2 issues d'intérêt, donc ouverts à l'extension ou ouverts à l'administration. Quand vous voyez un carré vide, c'est qu'on n'a pas vu d'association entre les 2 variables. Quand vous voyez un symbole moins en rouge, un peu étiré pour qu'il soit plus visible, c'est que la relation est négative. Donc, dans le cas de l'âge, par exemple, ce signe négatif signifie que plus le médecin était âgé, moins il était favorable à l'extension. Ou, si vous voulez, un peu plus bas, plus ces réponses à nos questions nous ont permis de déterminer qu'il avait plus de croyances religieuses, moins il était ouvert à l'extension et moins il était ouvert à l'administration. À l'inverse, vous aurez compris, le signe positif veut dire que ça augmente la probabilité. Donc ici, les médecins de famille sont plus favorables à l'extension, plus favorables à l'administration que les autres spécialistes. Donc, les variables qu'on a mesurées, vous les voyez, l'âge, le sexe, l'indice de religiosité, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est peut-être pas une traduction très élégante, mais c'est celle de Statistique Canada. Donc, c'est 4 questions qui sont utilisées dans l'enquête de Statistique Canada que nous avons insérées dans notre questionnaire, qui nous permet de mesurer un score total de religiosité. A accompagné un proche jusqu'à son décès, médecin de famille versus autre spécialité, a reçu une formation en soins palliatifs, nombre d'années de pratique, donc vous voyez où il y a des influences. Ça, c'est la suite des variables. Il y a le milieu de pratique, donc bureau privé, groupe GMF, un hôpital non universitaire, un hôpital universitaire et un établissement de soins de longue durée. Et les 2 dernières variables, ça mesure l'exposition à des demandes d'aide médicale à mourir de la part de patients dans l'avant-dernière ligne et de la part de famille. Ici, on ne parle pas de demande formelle avec un formulaire et tout. On est de toute façon pas dans la loi ne le permet pas, mais ça peut être, par exemple, une famille qui disait simplement « faites quelque chose pour ma mère » et que c'était clair ce qui était sous-entendu. Donc, vous voyez que d'être exposé à de telles demandes, que ce soit par des patients ou par des familles, augmente la probabilité que le médecin était ouvert à l'extension ou ouvert à l'administration. Donc, ça, c'est pour le stade avancé. Je vous présente les mêmes tableaux, mais pour le stade terminal, et vous n'avez pas à vous mémoriser tout ça. Je vais rapporter un peu plus loin dans la discussion les résultats qui va vous donner une meilleure vue d'ensemble.
Donc, au stade terminal, vous avez toujours les mêmes variables avec le même symbolisme utilisé. Il y a plus de variables, en fait, globalement, qui sont liées aux attitudes au stade terminal. Certaines sont les mêmes, d'autres s'ajoutent. Donc, voici les variables qui sont liées. Donc, la partie suivante, ce sont les analyses multivariées. Donc, ce que je fais, je retiens toutes les variables pour lesquelles, dans la colonne, il y a soit un signe négatif, soit un signe positif. Donc, des variables qui sont liées à ce qui m'intéresse et je les insère ensemble dans un modèle multivarié, puis je fais le ménage de tout ça. Voici ce que ça donne. Quand je rapporte ici des rapports de cote, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette mesure d'association. Donc, la valeur qui est rapportée ici, c'est l'association entre les variables. Pour ceux qui seraient moins familiers en termes d'interprétation, si on prend par exemple le 5,57 ici, ça veut dire que les médecins qui nous ont dit avoir reçu des demandes d'aide à mourir de la part d'au moins une famille sont 5,5 fois plus à risque ou d'être favorables à l'extension au stade terminal. Donc, vous voyez que le fait d'être exposé augmente la probabilité d'avoir une attitude positive face à l'extension ou l'administration au stade avancé ou au stade terminal. Pour les autres valeurs, vous remarquez qu'elles sont toutes plus petites que 1. Donc, ça signifie qu'elles diminuent cette probabilité-là. Une façon peut-être un peu plus facile d'interpréter les résultats, c'est de regarder l'inverse. Donc, si on prend par exemple la formation en soins palliatifs, l'inverse de 0,37, ça donne 2,7. Donc, ça veut dire que les médecins qui nous ont dit avoir reçu une formation en soins palliatifs étaient 2,7 fois moins ouverts. Donc, il faut passer par la négative, moins ouvert à l'extension au stade terminal. Donc, je vais revenir sur chacune de ces variables-là. Au total, vous voyez qu'il y en a 6 qui ont une certaine influence sur les 4 variables qui nous intéressent. Donc, l'âge, l'indice de religiosité, le fait d'avoir reçu une formation en soins palliatifs, de pratiquer en centre hospitalier universitaire et d'avoir reçu des demandes d'aide médicale à mourir de patients ou de familles. Alors, je vais discuter ces résultats un par un. Je vous les représente, mais d'une façon un petit peu différente. Donc, la première partie qui nous a amené à regarder les variables individuellement, je les présente ici en bloc. Encore une fois, je dois vous présenter sur 2 tableaux parce que ça ne rentrait pas. Donc, vous avez les résultats au stade avancé, au stade terminal et toujours mes 2 comportements d'intérêt, donc mes 2 attitudes d'intérêt ouverts à l'extension ou à l'administration. Alors, ce que ça permet de voir, encore une fois, quand on regarde les variables individuellement, d'une part, c'est qu'il y a certaines variables qui n'ont aucune influence. Il n'y a absolument rien dans la ligne. Donc, par exemple, le sexe, nous, on n'a vu aucune différence entre les hommes et les femmes médecins par rapport aux 4 variables qu'on nous avons mesurées. Même chose pour le fait d'avoir un bureau privé ou de faire partie d'un groupe de médecine de famille. Ce sont les seules variables. Les autres, ils ont tous au moins un crochet quelque part. Ce qu'on voit aussi quand on regarde les résultats de cette façon, c'est qu'il y a certaines variables qui influencent tous les scénarios. Par exemple, l'indice de religiosité influence négativement, toujours dans le même sens, toujours dans le sens attendu, chacune des réponses aux 4 questions que nous avons posées. Même chose pour le fait d'être un médecin de famille versus un autre spécialiste, dans le sens inverse. Et je pense qu'il y en a d'autres, 2 autres ici. Donc, l'exposition à des demandes d'aide à mourir de patients ou de familles. Pour les autres variables, parfois, ça a une association et parfois non. Donc, ça, c'est quand on regarde les variables individuellement. Quand on les regarde ensemble, donc pour une colonne donnée, je retiens toutes les variables pour lesquelles il y a un crochet. Quand on les met dans un modèle multivarié, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ça, c'est exactement le même tableau que tout à l'heure, mais je n'ai pas rapporté les valeurs, j'ai seulement utilisé le même symbolisme pour préciser le sens des relations. Donc, un crochet rouge veut dire qu'il y a une relation négative, donc diminue la probabilité. Et en vert, cette probabilité est augmentée. 2 choses qui me frappent quand j'ai vu ce tableau. D'une part, c'est que les variables qui ont une influence au stade avancé sont différentes totalement de celles au stade terminal. À première vue, ça peut être un peu surprenant.
Il semblerait donc que le fait d'avoir décrit la patiente comme ayant encore plusieurs années à vivre, n'étant pas en détresse, influence non seulement l'attitude, mais les variables qui influencent cette attitude, comparativement au stade terminal, où je vous rappelle, on présentait la personne en fin de vie et en détresse. Donc, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trous. Par là, j'entends, par exemple, si on prend l'indice de religiosité, on pourrait s'attendre que si ça influence, ben ça influence partout. C'est difficile de justifier que ça influence juste partiellement. En fait, mon interprétation, mon explication de ce phénomène, c'est un artefact statistique. C'est en fait dû aux corrélations entre les variables. Donc, si vous prenez les deux premières, par exemple, qui sont les deux seules variables démographiques qui sont ressorties comme étant une influence, ces deux variables-là sont très liées entre elles. C'est-à-dire que dans mon échantillon, ce sont les médecins les plus âgés qui se sont montrés plus religieux, disons, si je m'exprime comme ça un peu simplement. Ce que ça veut dire, c'est que ici, on voit que l'âge est là, mais si j'avais pas mis l'âge dans mon modèle, la religion ou le fait d'avoir des croyances religieuses serait ressorti. Même chose pour les deux dernières variables, le fait d'avoir reçu des demandes d'aide à mourir de la part de patients ou de familles, c'est très, très corrélé. Donc, les patients, les médecins reçoivent les deux, typiquement, c'est pas parfaitement corrélé, mais c'est très corrélé. Donc, si j'enlevais, par exemple, l'avant-dernière variable, ben, le fait d'avoir été exposé à des demandes de la famille apparaîtrait dans mon tableau. Donc, c'est ce qui explique ce que j'appelle les trous qui sont dus aux corrélations entre les variables. Alors, si je résume, donc, les médecins qui sont plus âgés, qui se sont montrés plus religieux, qui ont reçu une formation en soins palliatifs, qui pratiquent en milieu universitaire et qui n'ont jamais reçu de demande d'aide à mourir de la part de patients ou de familles. Remarquez qu'ici, je m'en vais dans l'autre sens parce que le sens n'est pas le même que les 4 premières variables, ont des attitudes moins favorables à l'aide médicale à mourir en contexte de démence. Si on essaie de se situer par rapport aux résultats rapportés dans la littérature, donc je reprends ici chacune de mes 6 variables. Au niveau de l'âge, et ça se peut que certains articles que j'ai manqué certains articles, donc si jamais vous en connaissez, qui vont dans le sens contraire ou encore qui confirment ce que je dis, gênez-vous pas pour me le dire ou me le faire savoir. Donc, pour l'âge, en fait, dans la littérature, on voit effectivement le même effet que nous avons observé, c'est-à-dire que les personnes plus âgées dans la population générale ont tendance à être davantage contre. C'est vrai aussi chez les infirmières, donc je peux citer un article de ça, mais j'ai pas vu le résultat analogue chez les médecins. Donc, jamais j'ai vu dans un article un résultat qui disait qu'il y avait une relation entre l'âge et l'attitude face à cette problématique. On peut penser que peut-être l'effet de l'âge qui affecte les autres populations graduellement pénètre aussi la communauté médicale. L'effet de la religion, pas de surprise du tout, c'est la variable qui est la plus corrélée systématiquement avec les attitudes, peu importe où on se situe, donc pas de nouvelles ici. Formation en soins palliatifs, j'ai un seul article qui ne montrait pas de relation. Moi, j'en montre une. Je trouve qu'elle n'est pas totalement surprenante. Maintenant, il reste à l'expliquer. Alors, j'ai écrit entre parenthèses, peut-être qu'on peut penser que les médecins qui ont reçu une formation en soins palliatifs ont de meilleures connaissances, d'autres options qui pourraient permettre de soulager la souffrance en fin de vie. On peut penser aussi que c'est simplement que la philosophie des soins palliatifs dans laquelle ils œuvrent n'est pas compatible avec cette pratique. Donc, je mets des points d'interrogation quand c'est une hypothèse que je fais, que je ne peux pas nécessairement confirmer. Bien sûr, il faut se rappeler que c'est des facteurs associés. Il faut éviter de faire des relations de cause à effet. Donc, on ne pourrait pas dire, ben voilà, il suffit de donner à tous les médecins une formation en soins palliatifs et on n'aura plus besoin de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie ou peu importe comment on veut l'appeler. Une autre de mes variables, c'est de pratiquer en milieu universitaire. Là, j'ai peut-être un peu besoin de votre aide. Je suis pas parfaitement capable de l'expliquer. Bon, j'ai pas trouvé d'analogue dans la littérature scientifique. Ce que je peux affirmer, c'est que dans mon échantillon, les médecins qui ont dû travailler en milieu universitaire sont moins souvent des médecins de famille. Donc là, j'ai pas mis de point d'interrogation parce que c'est une affirmation. C'est le fait c'est ce qu'on observe dans notre échantillon. Et vous vous souviendrez que les médecins de
famille sont plus favorables à l'aide médicale à mourir. Dans mes 4 scénarios, en fait, si vous vous souvenez, je vous ai présenté tout à l'heure ce tableau et vous voyez que médecin de famille, c'est toujours supérieur à autres spécialistes. Vous savez probablement aussi que aux Pays-Bas, par exemple, ce sont, je pense, c'est 85%, la dernière proportion que j'ai vue, des euthanasies qui sont pratiquées par les médecins de famille. Donc, le résultat est pas incohérent, j'ai pas d'incohérence dans mes résultats. Néanmoins, ça m'explique pas pourquoi les médecins spécialistes en milieu universitaire sont moins favorables. Alors, peut-être aurez-vous une explication à partager. Ma dernière variable, donc exposée à des demandes d'aide médicale à mourir. Encore une fois, je n'ai pas trouvé dans la littérature des gens qui ont mesuré une variable similaire. L'hypothèse que j'émets, c'est qu'on peut penser peut-être que ces médecins soignent des patients qui sont plus difficiles à soulager en fin de vie. Et c'est ça qui a donné lieu à ce genre de demande, soit des patients, soit des familles. Et on peut penser que ça a pu amener certains médecins à penser que, bon, peut-être que l'aide médicale à mourir, c'est une solution dans certains cas bien particuliers, dans certaines situations bien particulières. Alors, quelques mots sur les limites de l'étude, comme on doit le faire normalement. Faible taux de participation, donc 25%. Tout à fait comparable aux autres. Donc, les autres études qui ont été faites soit au Canada, soit ailleurs, ont aussi, quand il s'agit des médecins, un taux de participation relativement faible. Mais bon, c'est une mince consolation. En pratique, que ça n'enlève pas les biais qui sont associés à ça. On voudrait tous avoir des taux de participation plus élevés. Impossibilité de savoir si les répondants diffèrent des non-répondants. En fait, je ne m'exprime pas tout à fait correctement parce qu'on sait que les répondants diffèrent toujours des non-répondants. On n'est juste pas capable de savoir ils diffèrent sur quoi la plupart du temps, simplement parce que les non-répondants ne nous fournissent pas d'informations. Homogénéité de l'échantillon par rapport à la race, l'ethnicité, bon, c'est une variable importante, mais qui est plus difficile à étudier au Québec en particulier avec le type d'études que j'ai fait. Donc, on ne peut pas savoir si les attitudes de médecins qui appartiennent à des minorités ethniques, par exemple, auraient des attitudes ou des facteurs associés qui sont différents. Autre limite qu'il faut, donc par limite, on entend aussi des facteurs qu'il faut garder en tête quand on interprète les résultats. Donc, l'étude est faite au Québec, il faudrait faire attention de généraliser, et aussi a été fait peu après la légalisation de l'aide médicale à mourir à des patients compétents. Donc, ici, j'ai mis une ligne du temps simplement pour situer différents événements pertinents à ce que nous avons fait. Donc, nous avions fait notre demande de fonds en novembre 2014, donc quand même 1 an avant que la loi entre en vigueur, parce qu'on s'attendait que la question des personnes en situation d'inaptitude ne serait pas réglée, puis on pensait que ça valait la peine de l'étudier. Donc, on a été subventionné 6 mois plus tard, le temps des comités de pairs et tout. Donc, la loi est entrée en décembre 2015, évidemment pour les patients compétents seulement. Vous voyez que nous avons fait notre enquête auprès de tous les groupes, donc incluant les médecins, entre septembre 2016 et décembre 2017. Donc, ça nous a pris un peu plus d'1 an, 1 an et demi environ pour lancer l'étude, c'est-à-dire obtenir tous les échantillons aléatoires et surtout préparer le questionnaire sur lequel nous avons travaillé très longuement. Vous savez peut-être aussi que relativement récemment, les groupes d'experts, le groupe canadien, le groupe québécois ont déposé leur rapport. Donc, dans le cas du groupe canadien en novembre 2018, j'espère que mes dates sont correctes, novembre 2018 et décembre 2019 pour le rapport du groupe d'experts québécois. Donc, totalement après notre collecte de données. Donc, on peut pas prétendre que leurs conclusions ont eu une influence sur nos résultats. En fait, vous savez probablement aussi que les groupes avaient des mandats différents. Donc, dans un cas, il y avait une recommandation. Dans l'autre cas, ce n'était pas le mandat. Néanmoins, je pense qu'on peut penser que la création même de ces groupes d'experts, donc le fait qu'on en a parlé dans les médias et tout, quand ils ont été formés, peut exercer une certaine influence sur les réponses, c'est-à-dire sensibiliser les répondants au fait que c'est une question qui n'est pas réglée, puis une question sur laquelle on se penche actuellement. Autre limite que j'ai écrit, nous n'avons pas demandé pourquoi ils ne le feraient pas. Donc, je vous rappelle qu'on a demandé au médecin si c'était une de vos patientes et si c'était légal, est-ce que vous le feriez? On n'a pas demandé pourquoi après. Évidemment, on peut un peu deviner pourquoi, donc c'est pas compatible avec leur philosophie, ils seraient mal à l'aise de le faire, soit techniquement, soit pour d'autres raisons liées à leur valeur, mais on n'a quand même pas posé spécifiquement la question. On peut juste aller chercher des éléments d'information à travers les autres variables.
Un autre élément d'information va se trouver dans les commentaires. En fait, à la fin de mon questionnaire, il y a un espace pour laisser des commentaires et un nombre très important de répondants ont laissé un commentaire, 420 au total, commentaires que je suis en train d'analyser. Dans mes 136 médecins, il y a 44 médecins qui ont laissé des commentaires et à travers ces commentaires, évidemment, on peut aller chercher des éléments de réponse à cette question. Donc, ce qui dérange ou au contraire, ce qui motive les gens à être soit ouverts à la loi elle-même, à son extension, soit ouverts à le faire eux-mêmes. Donc, à suivre, je ne parlerai pas de ça maintenant, mais je suis là-dedans actuellement. Variables non mesurées potentiellement influentes. Bon, ça va de soi que quand on fait le type d'analyse que j'ai fait, les variables qui émergent, ben, sont parmi les variables que nous avons mesurées. Les variables que nous n'avons pas mesurées dans notre questionnaire peuvent évidemment pas émerger. Donc, j'ai mis des exemples de variables qui pourraient être intéressantes à exploiter. Dans mon cas, je vais les exploiter à travers mes commentaires et non à travers les variables que j'ai mesurées de façon quantitative. Et pour lister ces variables, je me suis un peu inspirée des travaux de Marie-Ève dont je parlais tout à l'heure et de deux autres de nos collègues, Isabelle et Jocelyn. Donc, par exemple, le sentiment de compétence dans le processus même, que ce soit les aspects éthiques ou plus les aspects techniques ou les aspects plus relationnels, le jugement de l'inaptitude, le jugement de la douleur, par exemple, de la souffrance, anticipation d'un fardeau émotionnel, si la personne faisait l'acte, peur de la stigmatisation de la part des collègues. On peut imaginer aussi, bien que ça n'a pas été exploré par Marie-Ève, Isabelle ou Jocelyn, parce que c'était pas, je pense, le contexte, c'était pas en situation d'inaptitude. On peut penser à la difficulté à juger les éventuels critères que l'on connaît pas. Il y en sera peut-être discuter prochainement de ces critères. Est-ce qu'on va regarder le critère de souffrance, par exemple, et surtout comment on va le définir. Donc, ces variables-là ne sont pas disponibles, mais je vais essayer d'aller, je vais en partie aller les chercher à travers les commentaires. Et ce qui est intéressant, j'ouvre juste une parenthèse, mais je pense que les commentaires que les gens ont laissés sont très différents de ceux que Marie-Ève, Isabelle et Jocelyn ont collectés à travers leurs entrevues. Donc, ce sont des méthodes très différentes et il faut faire attention de les comparer, mais je pense que ça va être intéressant de faire la comparaison quand même. Autre limite que j'ai inscrite, sous-estimation possible du pourcentage de médecins qui seraient effectivement ouverts à administrer l'aide médicale à mourir si jamais la loi était changée. Donc, je fais référence ici, encore une fois, aux résultats de Marie-Ève. Évidemment, ça l'a, donc, en fait, je reviens à cette figure, donc la sous-estimation. Si on change la distribution de ces variables-là, ça va affecter aussi les facteurs associés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se rappeler que mes résultats s'appliquent en contexte pré-changement de la loi, si jamais il y avait un changement. Et donc, il faudrait que je refasse mon étude, advenant que la loi soit effectivement changée pour voir si les facteurs qu'on a observés sont les mêmes et aussi pour voir si la distribution des gens qui acceptent ou qui refusent de le faire est la même ou si effectivement elle est différente, comme le soulignait Marie. Alors, en conclusion, je me répète un peu, mais je pense que c'est le but de la conclusion. L'âge, le fait d'être plus religieux, d'avoir reçu une formation en soins palliatifs, de pratiquer en milieu universitaire et d'avoir été exposé à des demandes d'aide médicale à mourir, qui ont un effet inverse, influence dans une certaine mesure l'ouverture des médecins, donc à l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes en situation d'inaptitude, et ou, dépendant de la variable, à leur participation éventuelle d'après les réponses qu'ils nous ont fournies. Et bon, on a la prétention de penser que peut-être cette connaissance va pouvoir éclairer d'abord des études futures, entre autres les miennes que je vais faire, mais aussi les débats à venir sur le sujet, puis entre autres le forum qui aura lieu dans une semaine ou deux, là, le 27, qui porte spécifiquement sur ce sujet. Dernière diapo, c'est pas vraiment une conclusion, c'est plus une réflexion à l'effet que si la loi était effectivement modifiée, il faudrait penser à faire les efforts nécessaires pour assurer aux patients qui seraient incompétents, qui l'auraient demandé, qui seraient jugés admissibles, il y a beaucoup de si là dans tout ça, puissent effectivement le recevoir, et ça c'est tout autre chose. Je suis même pas sûre que les patients compétents actuellement qui répondent aux critères ont un accès total ou ont tous un accès à l'aide médicale à mourir, alors ça risque d'être juste un peu plus compliqué dans le cas des patients incompétents.
Alors, je vous remercie et je termine avec la liste des membres de mon équipe de recherche qui ont joué un rôle très important, soit pour obtenir la subvention, soit pour élaborer le questionnaire ou interpréter les résultats. Voilà, merci. Merci énormément,